Quand on y pense, avec l'évolution technologique de malade qu'on a eu depuis des années, est-ce que c'est pas fou de dépendre encore d'un bout de plastique et de métal dont la conception date de 1991? Mais déjà, à quoi elle sert cette carte en fait? Parce que de votre côté, vous mettez la carte et vous pouvez appeler, envoyer des messages et en fonction, avoir de la connexion. Mais ça, c'est simplement du côté de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a dans la carte SIM qui la rend si utile? Déjà, il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a plusieurs. En commençant par le plus important, la clé d'authentification. Bon, à quoi ça sert concrètement? C'est plutôt simple, à ce que le réseau sache qui vous êtes pour ne pas débiter les communications à la mauvaise personne. Évidemment, c'est pas juste un vieux numéro codé en clair sur la carte SIM qui va être envoyé pour vous authentifier sur le réseau. Ça serait pas du tout assez sécurisé. Et je dis pas ça par hasard, hein. Au début des cartes SIM, quand ça ressemblait encore à ça, oui, on dirait une carte de crédit, tout à fait. Le système, bon, était pas codé en clair, faut pas abuser, mais était dans un algorithme de cryptage moins puissant et avait été exploité par des gens. De plus, il était possible de copier la carte SIM pour en faire une autre avec les mêmes informations. Parce que justement, la carte SIM en elle-même n'était pas aussi sécurisée. Bon, c'était complexe et il fallait avoir la carte SIM à disposition, mais c'était possible. Et surtout, des petits malins pourraient manuellement aller modifier leur numéro pour ne pas payer leur utilisation. Non, en plus de ça, quand le téléphone va essayer de se connecter au serveur, celui-ci va lui envoyer un nombre aléatoire que la carte SIM va combiner avec son numéro d'authentification avec un algorithme, puis renvoyer au serveur qui verra si le résultat est similaire au calcul que lui a fait. Si c'est le cas, le téléphone pourra se connecter au réseau. Ensuite, je vous passe tous les détails de IMS, LASM, SSID et VAS. Et comme ça, on va pouvoir passer à quelque chose de visible dès le lancement du téléphone. Mais avant cela, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Flexispot est une marque ayant une grande variété de produits, passant des bureaux assis debout aux chaises de bureau, allant jusqu'aux sommiers électriques. Et pour pouvoir mieux vous parler de tout ça, ils m'ont envoyé une de leurs chaises de bureau, la BS12 Pro. Alors ah oui, il faut que je la monte d'abord. Donc voilà la chaise, en vrai, pas mal non. C'est pas mal, on peut régler les accoudoirs comme ça là. En vrai j'avais pas ça avant, donc c'est pratique des fois quand on doit avoir les bras un peu plus avancés ou un peu plus reculés. Pour certains ça va peut-être paraître débile hein, mais en vrai c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Sinon on a ce magnifique repose-tête, vraiment pas mal pour les longues séances de montage par exemple, hein. Par exemple cette séquence. Je confirme, hein, c'est pas mal, j'apprécie. Voilà, donc c'est pas mal pour pouvoir se poser tranquillement. Sinon, on a le dossier qui est réglable. Et franchement, j'avais pas ça avant et c'est trop bien. Par exemple, quand on est en train de regarder une vidéo YouTube tranquille, on se pose allongé. En plus, on peut bloquer la position. Donc là par exemple moi là vous voyez elle est bloquée comme ça, donc comme ça c'est position plus de bureau hein. Mais on peut la mettre encore plus droite, par exemple comme ça là. Bon là c'est un peu trop pour moi, être tout droit comme ça, je mets juste au deuxième cran. Sinon on peut régler la hauteur du siège évidemment, et ça c'est pas commun par contre la profondeur du dossier. Donc en vrai ça peut être pratique. J'avais besoin d'une nouvelle chaise de bureau parce que l'ancienne était un peu défoncée hein, comme on peut le voir. Donc ça franchement c'est pas mal hein. On est d'accord, c'est pas mal. Je remercie beaucoup Flexispot d'avoir sponsorisé la vidéo hein. Ça fait très plaisir. Donc la chaise, le site de Flexispot, tous les liens en description. Bon, après cette sponsor honteusement placée, reprenons. Quand le téléphone est éteint, la carte SIM se verrouille. Pour la déverrouiller, il faut un code. Jusque là, rien de nouveau. Mais vous le savez probablement, vous pouvez changer ou même désactiver le code de votre carte SIM. Et quand vous faites cela, ça ne change pas l'information quelque part sur votre téléphone, mais ça réécrit directement sur la carte SIM. C'est assez pratique si on veut pas avoir besoin de se souvenir d'un code compliqué par exemple. D'ailleurs, petit aparté, je vous conseille, si vous avez de la data avec votre abonnement, de faire en sorte que votre carte SIM ne se verrouille pas. Comme ça, le jour où par malchance vous vous faites voler votre téléphone, si la personne le rallume dans un endroit où ça capte, le téléphone pourra donner sa position et vous pourrez le verrouiller. Enfin bref, fin de cette petite aparté et début d'une nouvelle. Vous me l'avez demandé? Le voilà. Le serveur Discord officiel de V-League. Ouais, j'ai vraiment pas trouvé de nom. On va pouvoir parler de technologie tranquille, vous pourrez me poser des questions sur mes vidéos, vous allez pouvoir partager vos créations. Enfin bref, c'est un serveur Discord quoi. Hein. Donc venez, ça va être cool. Le lien est dans la description. Et tant qu'on y est, abonnez-vous aussi. Bon, reprenons vraiment cette fois. En rapport avec le code PIN sur la carte SIM, le code PUC. Et en disant ça, je pense qu'il y en a eu certains qui ont eu un trouble du stress post-traumatique là. Quand vous tapez 3 fois le mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Et le seul moyen dans ce cas-là pour la déverrouiller, c'est de rentrer le code PUC. Mais c'est quoi le code PUC? C'est un code à 8 chiffres qui est généralement imprimé soit sur le bout de plastique sur lequel est accrochée la carte SIM, soit sur la lettre qui allait avec la carte SIM. Sauf que si on perd ce bout de plastique ou cette lettre, eh ben on peut plus déverrouiller la carte SIM. De plus, après avoir tapé 8 à 10 fois un code PUC erroné, la carte SIM est bloquée définitivement. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre l'intérêt des cartes SIM. Mais il y a encore quelques trucs pratiques à voir. Dans une carte SIM, il y a un OS. Oui, un OS. Bon, c'est pas Windows, mais ça lui permet d'exécuter des petites applications.
comme voir sa consommation de data par exemple. Et pour accéder à cet OS, il faut sur Android, c'est pas disponible chez Apple, aller sur une application qui s'appelle SIM Toolkit, qui est parfois cachée, et on peut voir des menus avec des boutons qui vont exécuter des choses qui sont sur la carte SIM. Et étant donné qu'il s'agit d'OS, si vous allez sur la même application avec la carte d'un autre opérateur, les menus seront pas pareils et les applications proposées non plus. Et enfin, vous le savez peut-être déjà, mais on peut stocker ses contacts et des messages sur sa carte SIM. C'était surtout pratique avant l'avènement d'internet et les contacts synchronisés, hein, sur iCloud ou sur Google Contact. Parce qu'à l'époque, si le téléphone mourait, toutes les données disparaissaient avec, contact compris. Donc si la carte SIM était en bon état, on pouvait la mettre dans un autre téléphone et avoir de nouveau ses contacts. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Et aussi c'était plus pratique pour changer de téléphone, parce que les moyens de se transférer les contacts et les messages, c'était de l'infrarouge. Et comment dire que l'infrarouge, avec sa moyenne de moins de 500 kilobits par seconde, ça prenait un peu de temps quoi. Et puis surtout c'était pas très stable. Si on bougeait le téléphone, ça risquait de rompre la communication. Un peu compliqué quand même. Bon, pour l'instant vous vous demandez, mais pourquoi le titre c'est pourquoi les cartes SIM existent encore? Ça a l'air plutôt pratique quand même. Bah quand on y pense, tout ce qui est sur une carte SIM ça pèse moins de 1 mégaoctet. C'est juste des données sur une petite carte qu'on met dans le téléphone pour les connaître. Donc ça pourrait pas juste être, je sais pas, installé dans le téléphone avec un QR code ou en entrant un code dans les paramètres? Eh mais attends une seconde, ça existe, c'est l'eSIM. Donc l'eSIM c'est quoi exactement? Bah comme je viens de le dire, c'est juste tout ce qu'il y a sur une carte SIM directement dans le téléphone. Rien de plus compliqué. Et donc eSIM, ça veut dire quoi? Eh bah ça veut dire Embedded SIM, donc SIM intégré. Donc c'est littéralement ce que ça veut dire, hein. C'est une espèce de puce qui gère les SIM intégrées au téléphone. Mais c'est quoi les avantages du coup? Alors, il y a certains de ces avantages qui sont plus théoriques que pratiques, mais je dirais quand ce sera le cas. On peut beaucoup plus facilement mettre le forfait sur un autre téléphone, il suffit de scanner le QR code sur le deuxième téléphone et de supprimer le profil du premier et c'est bon, le changement de téléphone est fini. Alors que pour les cartes SIM, il faut ouvrir le compartiment, la mettre dans le bon sens, enfin bref, c'est plus chiant quoi. Sinon, pour rester dans les avantages, l'eSIM ça coûte moins cher vu qu'il n'y a pas les frais d'envoi, de fabrication, etc. de la carte SIM. Donc les FAI font une réduction. Enfin, ça c'est ce qui devrait se passer. En réalité, ils font payer le même prix sans réelle justification. Bon, en soi, c'est juste pour avoir une marge plus importante, hein, on le sait bien, mais bon, c'est un peu chiant. Par contre, un gros avantage, une fois la commande d'une eSIM passée, on reçoit un QR code dans l'heure, par mail généralement, et on peut directement activer, ce qui permet d'économiser le temps habituel où on doit attendre de recevoir la carte SIM et encore attendre qu'elle soit activée par l'opérateur. Bon, avec tous ces avantages, on se demande encore pourquoi la plupart des gens, à peu près 90% quand même, hein, utilisent encore une carte SIM physique, qui n'a pas de réel intérêt. Bah, il y a deux réponses à cette question. La première, les gens connaissent mieux la carte SIM physique et ont l'habitude, donc ils prennent ce qu'ils connaissent, ça c'est assez logique. La deuxième, bah leurs téléphones sont juste pas compatibles, parce que l'eSIM ça remonte à 2017 quand même, mais ça a pas pris tout de suite chez tous les constructeurs, donc il a fallu attendre que les constructeurs adaptent leur téléphone à l'eSIM, et forcément ceux sortis avant ne sont pas compatibles, donc la carte SIM physique reste la seule option. Bon, pour conclure, je vais juste vous dire que si la carte SIM qu'on connaît tous existe encore, c'est juste parce que l'eSIM est pas encore assez répandu. Mais je pense facilement que dans quelques années, les constructeurs de téléphones vont retirer le port de carte SIM pour économiser de la place, hein, comme Apple aux États-Unis. Et à ce moment-là, l'eSIM va complètement dépasser le nombre de cartes SIM. Bon allez, maintenant vous comprenez mieux pourquoi les cartes SIM existent encore.